Voilà pour ce sujet dont nous avons amplement parlé. Dans l'actualité également, toute autre chose, ça repart et ça repart fort. Les créations d'emplois salariés, bon chiffre au plus haut depuis 2007, selon l'INSEE, embellie qui se confirme donc sur le front de l'emploi, d'accord. Mais quels emplois précisément, à qui cela profite et puis sur quel territoire? On parle souvent de la France des villes et des grandes villes qui est privilégiée. Je vais en parler avec mes invités. Il y a toujours François Dorcival de Valeurs Actuelles et Frédéric Dabi de l'IFOP qui sont avec moi. Et on accueille avec plaisir Léonidas Kalogéropoulos, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes entrepreneur, vice-président du mouvement patronal éthique. À vos côtés, j'accueille avec plaisir Bernard Vivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail, spécialiste des relations sociales entre patronat et syndicats. Et avec nous également Benjamin Amar, bonsoir. Bonsoir. Responsable de la politique revendicative de la CGT Val-de-Marne. Tiens, Benjamin Amar, on commence avec vous. Quand il y a des bonnes nouvelles, vous vous en réjouissez? Alors, d'abord, effectivement, on a une augmentation du nombre d'emplois créés dans le privé qui est une bonne nouvelle. Ça, on va pas justement dire le contraire. Ce serait une aberration. Mais par contre, vous savez, vous connaissez cette phrase que j'aime beaucoup, le diable est dans les détails. Oui, je la connais, oui. Oui, mais c'est intéressant de voir. Oui, le diable, quel détail? Déjà, la part de l'intérim, quand même, dans ces emplois créés. La part de l'intérim, elle est considérable. Alors, en gros, si vous voulez, il y a une bonne nouvelle quand même là-dedans. Enfin, c'est une semi-bonne nouvelle, mais c'est quand même une bonne nouvelle. C'est qu'on arrête les destructions d'emplois dans l'industrie. Mais, enfin, je veux dire, on n'en crée pas non plus véritablement. On arrête la saignée. Bon. Ensuite, les deux secteurs dans lesquels on voit des créations d'emplois, c'est le secteur des services et le secteur de l'intérim. Avec un niveau d'intérim qui est un record historique. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut quand même... Et puis alors, après ça, si vous voulez, comme je suis un CGTiste taquin, je mets ça en lien avec des chiffres de l'Office européen de la statistique qui pointent qu'en Europe, le nombre de travailleurs pauvres explose. Donc, autrement dit, ça correspond à quelque chose que nous disons à la CGT depuis longtemps. Oui, la création d'emplois, c'est extrêmement important, mais quels emplois? Ah oui. Bon. Alors, vous entendez, c'est... Oui, moi je suis un entrepreneur taquin. Et aussi, mais j'ai que des taquins, moi, ce soir. Vous voyez, finalement. Je suis bien entouré. Et devant tant de bonnes nouvelles, je trouve quand même que on peut tempérer, mais regardez quand même les choses avec lucidité. Quand il y a un rebond, un redémarrage économique, avant d'avoir une embauche dans le dur, en CDD, eh bien effectivement, on prend de l'intérim, on fait du travail temporaire, parce que ça redémarre et qu'on veut savoir si c'est pérenne. Et effectivement, les emplois un peu précaires du début du redémarrage vont devenir des emplois en dur et en contrat à durée indéterminée. Donc vos regrets, ils ne portent que sur le fait que ce redémarrage est encore un peu jeune, un peu neuf, et lorsqu'on rentrera en vitesse de croisière, eh bien vous serez pleinement satisfait. Mais ça ne se décrète pas, cher ami. Alors, juste pour répondre à ça, parce que c'est intéressant. Alors, j'admire votre optimisme. Malheureusement, puisque c'est le propre des entrepreneurs, vous le savez. Oui, ça, on pourra en discuter. Mais en revanche, si vous voulez, je vais vous prendre un exemple d'un modèle dont vous et les vôtres, c'est-à-dire les libéraux, nous rabattent les oreilles. Non, les nôtres, c'est les entrepreneurs, pardon, ceux qui créent les emplois. Oui, pardon, excusez-moi. Et les salariés créent la richesse. Alors, si je peux juste vous répondre, parce que moi, vous avez remarqué, je ne vous ai pas coupé la parole. Très peu encore. Oui, mais je ne vous ai pas coupé la parole. Donc, en l'occurrence, on va prendre un modèle avec lequel les libéraux nous rabattent les oreilles depuis longtemps, c'est l'Allemagne. Eh bien, figurez-vous que le pays où les travailleurs pauvres, où à la fois les travailleurs pauvres et les chômeurs en situation de pauvreté sont les plus importants, c'est en Allemagne, justement. Ah oui, ça c'est là aussi, alors, c'est pas des chiffres de la CGT, je vous rassure tout de suite, c'est toujours des chiffres de l'Office européen de la statistique. C'est-à-dire que, avec les lois Hartz, où justement on a créé ces fameux mini-jobs si mal payés et si précaire, eh bien en Allemagne, où monsieur, le rythme de croisière est pris depuis longtemps et où la croissance n'a pas connu justement d'accident, eh bien par contre, la situation de précarité, elle est structurelle. Alors on va parler donc votre démonstration, excusez-moi, mais elle tombe à l'eau. Et monsieur va vous prendre d'abord Bernard Vivier, qui est un spécialiste des relations sociales de cette matière-là. C'est un sujet qui nous concerne tous, l'emploi, malheureusement ceux qui n'en ont pas et ceux qui en ont. On a intitulé ce débat, regardez, ça repart, mais pour qui et où? Bernard Vivier, est-ce qu'on peut rentrer dans ces détails-là? Oui, volontiers. Ces chiffres, quelques 270 000 emplois, nous donnent deux leçons. La première, c'est que ça y est, la croissance repart. Et non seulement la croissance, mais aussi l'emploi. Et c'est l'année 2017. C'est-à-dire que les bons chiffres de la croissance de notre pays, presque 2% de PIB, ça va se prolonger en 2018. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et tout le monde va en profiter. La deuxième leçon, c'est que l'emploi se développe dans tous les secteurs de l'activité. L'industrie
l'emploi revient dans l'industrie, du jamais vu. Alors certes, très peu, un petit millier, mais ça y est, ça vient. La construction, 30 000 emplois. Quand le bâtiment va. Et quand le bâtiment va, tout va et tout profite de son activité. Vous avez une journaliste taquine aussi. Hein, voilà, c'était Martin Nadeau, un maçon de la Creuse au milieu du 19e siècle, pour faire un peu d'histoire. Et puis, l'emploi grandit dans les services marchands. Et ça, c'est extraordinaire. 225 000 emplois, dont 56 000 dans l'intérim. À qui cela profite? À tous. Et nous avons là une lecture intéressante. Notre économie est solide quand l'industrie est solide, et nous le voyons, et notre industrie grandit et se montre prête à affronter les défis des années à venir quand l'industrie et les services savent œuvrer ensemble. Oui. La frontière entre industrie et service n'est pas une vraie frontière. Aujourd'hui, l'industrie se fait service et les services, évidemment, se développent. Nous avons une économie en ordre de marche. Et si nous construisons cette économie dans le concert européen, nous sommes armés pour les années à venir. Et les syndicalistes le voient, l'observent, et plus qu'on le pense, ne sont pas dans des agitations verbales pour dire c'est pas bien. Là, vous vous adressez directement à M. Amar. Non, pas forcément. Vous me regardez en me disant mais pas forcément. Oui. Arrêtez-moi d'agiter, je vous en prie, j'adore ça. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir, et on le voit dans les modifications structurelles des entreprises, la SNCF et d'autres, ça y est, le besoin d'adaptation et de performance. Moi, je sens que Benjamin Amar va vous dire, et Carrefour, suppression de quelques 2400 emplois au sein du groupe, c'est ça les défis à venir? Bien sûr. Alors, la suppression d'emplois chez Carrefour est un bon exemple. De même chez PSA ou dans d'autres. Une entreprise, c'est pas un stock d'emplois que l'on veut garder à vie. Il faut savoir s'adapter, et si demain Carrefour veut répondre aux défis de la technologie, aux concurrents américains, Amazon et autres, Carrefour doit s'adapter. Donc, modifier des emplois, supprimer des emplois et en créer d'autres. C'est par exemple ce qui s'est passé chez PSA. C'est l'imitation. Alors écoutez, je ne sais pas si je suis un agité, mais je pense que certains sont comptent les fables avec une dextérité assez incroyable. Excusez-moi, en l'occurrence, vous avez à juste titre évoqué des exemples sur les ruptures conventionnelles collectives. Quels sont les emplois visés? Les CDI. Et par contre, là, qu'est-ce qu'on voit dans les chiffres que je vous ai donnés? C'est pas de l'agitation, monsieur. Encore une fois, c'est factuel et les faits sont têtus. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a le vent en poupe? Les emplois d'intérim, les emplois précarisés. Et donc, on se retrouve effectivement avec une situation où, certes, on a de l'emploi, mais de l'emploi au rabais. Et par exemple, on a d'autres exemples en Europe, c'est un phénomène européen. En Grande-Bretagne, on a même créé le contrat 0 heure. Et on compte comme emploi quelqu'un qui peut travailler 1h32 dans la journée. Donc derrière, ce qu'on a comme thèse derrière, c'est la thèse du ruissellement. Et on sait très bien que la thèse du ruissellement est une fable. Alors effectivement, là, il y a une reprise, il y a de la croissance. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette croissance? Alors, il y a des pays où on s'appuie sur cette croissance pour faire une politique de demande. Pendant très longtemps, je l'ai dit, on nous a rabattu les oreilles avec le modèle allemand. Certains sont beaucoup plus silencieux sur le modèle portugais. Où, justement, depuis, là, maintenant, plus de 2 ans, on met en place une politique de la demande, on augmente les pensions de retraite, on augmente le salaire minimum, on augmente les allocations familiales. Et là, derrière, excusez-moi, derrière, on a justement une hausse du pouvoir d'achat, une reprise de la consommation. Alors, et pas de la précarité. Parce que maintenant, si la croissance est là, la question c'est de la redistribution. Pour qui? Qui sont d'abord les privilégiés? Pour une catégorie prioritaire, ceux qui sont au chômage et qui n'ont pas d'emploi. Donner 270 000 nouveaux emplois à notre économie, c'est faire sortir de la précarité absolue, non pas des gens qui vivent mal de leur travail, et c'est pas bien de vivre mal de son travail, mais des gens qui ne l'avaient pas. Monsieur, vous et connaissez les travailleurs pauvres? on a vous encore connaissez les travailleurs pauvres? On a encore 20% de un nos salarié jeunes. sur 6 en Europe est un travailleur pauvre. On a encore 20% de nos jeunes qui sont au chômage, et c'est une honte pour notre pays. Ouais. Et les travailleurs pauvres, c'est une honte ou pas? La priorité d'abord pour cette relance qui est devant nous, c'est de créer ces emplois. Et ces 270 000 emplois, c'est du salaire distribué. Et les travailleurs pauvres, c'est une honte ou pas? Pardonnez-moi, je priorise. Ah bah vous répondez monsieur. pas. Donc ça vous gêne pas, ça? Ce qui me gêne, c'est de prioriser. La priorité, mais je vous pose une question simple. Mais moi aussi, je vous donne une réponse. Les travailleurs pauvres, c'est une honte ou pas? J'ai une priorité, c'est le chômage. Et le chômage des jeunes. Les travailleurs pauvres, vous voulez rien dire?
Écoutez, moi je veux bien, je vous dis simplement que Oui, vous la voulez bien priorité aujourd'hui, ce n'est pas de donner plus de salaire à ceux qui sont dans l'entreprise et qui sont, j'allais dire durablement, c'est de faire rentrer dans le travail. Et en l'occurrence, quand on a 270 000 emplois qui sont créés, ça Les permet intérimaires. de la relance par la demande et pas de la demande artificielle, de On la va demande. faire- Mais au Portugal, la demande, elle n'est pas Attendez, artificielle, on va faire monsieur. réagir Benjamin, François Dorcival et Frédéric Rabi. Juste une question, Bernard Vivier. C'est vrai, c'est quand il y a la croissance, presque les problèmes reviennent. C'est-à-dire à qui ça va aller? La redistribution, politique de l'offre ou de la demande? Qu'est-ce que vous pensez quand même des comparaisons des autres pays qui ont été cités par Benjamin Hamar? Non, nous sommes dans une reprise qui est européenne, qui est mondiale. Profitons-en. La question, elle est bien là. Pour qui et où? Pour qui? Ça veut dire quelle est la part des revenus créés, de la richesse créée, pour ceux qui ont contribué à cette richesse, c'est-à-dire les salariés, les actionnaires. Deuxièmement, par-delà la rémunération en argent, il y a toute l'adaptation, le capital savoir, le capital formation qu'il faut attribuer aux salariés. C'est l'enjeu important. Et nous avons aujourd'hui une réforme de la formation professionnelle que les partenaires sociaux, avec beaucoup de responsabilités, ont mis en place. Le gouvernement considère que ce n'est pas suffisant et il refait la copie, mais globalement, nous sommes dans une démarche où nous sentons bien que l'emploi sera garanti à chacun si chacun dispose, avec toutes les aides collectives et les conseils collectifs des professions et de l'État, de ce qu'il faut pour affronter l'avenir. Donc, cette mise à jour des connaissances, ça, c'est un des points, un des débouchés de la croissance. Une parenthèse, Frédéric Dabi, spécialiste de l'opinion. Ce dont on parle, les téléspectateurs qui nous regardent, ils le remarquent vraiment? Parce qu'on est encore dans les chiffres, dans les théories, dans les statistiques. Clairement non. Non. Clairement non, parce qu'on est sur de la macroéconomie et Pourtant, là, au c'est contraire, du ça, concret, je dirais, aiguise des attentes socio-économiques. Ce dont on a parlé il y a quelques semaines sur le pouvoir d'achat, qui est redevenu la première préoccupation des Français, ça naît du fait. Il y a des bons indicateurs. Est-ce que je vais moi-même en bénéficier? Il y a aussi autre chose. Sur la baisse du chômage, il y a un scepticisme des Français. Dans notre dernière enquête IFOP fiduciale pour Match, c'est le sujet dont les Français ont le moins parlé au mois de mars, alors qu'elle a été assez forte au mois de janvier, 0,9%. Je crois, parce qu'il y a un doute sur la véracité des chiffres. Il y a toujours la crainte de maquillage des statistiques. Il y a aussi ce que vous disiez sur les emplois précaires. Quand je travaille sur le secteur des services, l'item qui est le plus associé à ce secteur maintenant, c'est une certaine précarité et fait sans doute de l'ubérisation. Il faut vraiment une baisse sur la très longue durée. Je fais référence, en fait, par exemple, à la période Villepin-Borloo, 2005, 2006, 2007, où d'ailleurs ils se battaient presque tous les deux pour être les premiers à pouvoir annoncer la baisse, pour qu'au fur et à mesure, les Français croient à une reprise. C'est relativement compliqué de ce point de vue-là. Alors moi, je vais rebondir sur quelque chose qui a été dit à l'instant par monsieur, en disant mais il faut que ça bénéficie à ceux qui sont bien sûr les responsables de ça, les salariés, les actionnaires. Alors d'abord, moi vous m'excusez, c'est les salariés qui créent la richesse, mais surtout, excusez-moi, les actionnaires vivent très bien. Mais monsieur, savez-vous, vous ne l'ignorez certainement, d'ailleurs je ne pense pas que vous l'ignoriez, la hausse des dividendes aux actionnaires en Europe, elle a connu son plus beau chiffre en France. Plus 31% en 2016, me semble-t-il, avec des chiffres par dizaines de milliards. En comparaison, en Allemagne, on avait augmenté les dividendes aux actionnaires de 4%. L'Allemagne, ça devient votre modèle. Non, mais j'ai bien comparé, c'est intéressant. Ah, vous avez raison. Plus 30% en France. Donc, si vous voulez, les actionnaires, ils ont eu leur part. Maintenant, ce que dit monsieur, effectivement, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que, justement, les Français sont dubitatifs? Parce qu'ils savent très bien la précarité de la vivre au quotidien. Et ils savent très bien que le pays de cocaïne ne va pas s'ouvrir. Ils ont bien compris comment fonctionnait le capitalisme libéral et que dans la répartition des richesses, c'est un braquage des actionnaires sur les salariés. Bon, Puis-je Allez-y, François Dorcival. C'est votre tour. à ce qui vient d'être dit. toi. Premièrement, il y a une nouveauté que vous n'avez pas citée et qui va aussi dans la bonne direction. Donc, ce qui va dans la bonne direction, c'est quand même la création d'emplois. Mais la nouveauté, c'est que le seul secteur qui perd de l'emploi, c'est le secteur non marchand, c'est-à-dire pour l'essentiel, la fonction publique. On ne crée plus d'emplois supplémentaires dans la fonction publique. Qu'est-ce que ça signifie? Moins 9 000. Ça fait moins de 9 000, en effet, ce qui est tout faible, mais ça existe. C'est une tendance. Ça veut dire que la dépense publique, qui est si difficile à maîtriser, commence tout doucement à l'être. Et donc, nous verrons ce qui se passera. Un point sur le Portugal. Bien sûr que vous avez raison sur ce que vous venez de dire depuis 2 ans. Mais il y a 4 ans, vous hurliez
peut-être pas vous, mais vous hurliez contre la politique d'austérité pratiquée par les Portugais. Monsieur, mais c'est bien normal. Bon, mais alors, excusez-moi, monsieur, est-ce que dans 4 ans, vous direz que la situation économique de la France est améliorée grâce à François Hollande? Écoutez, le gouvernement de droite a été sanctionné pour sa politique austéritaire au Portugal. Depuis plus de 2 ans maintenant, il y a un gouvernement de gauche qui prend le contre-pied de ce que vous souhaitez. Eh bien, permettez-moi que je le félicite, parce que les résultats économiques sont au rendez-vous. Les résultats économiques sont au rendez-vous au Portugal, précisément à cause. Ça, c'est vous qui le voulez. J'ajoute un point pour simplement donner un complément à ce qu'a dit très bien Frédéric Dabi. Le nombre, nous avons 2 chiffres. Donc, on en a un de l'INSEE, l'autre de Pôle emploi. Ceux-ci sont en désaccord et c'est ce qui explique le Léonidas Calais-Georgopoulos pour la suite. Sur l'utilisation des mots comme des espèces d'épouvantail, assez dit que le capitalisme libéral vient avec ses recettes terribles, on a quand même aujourd'hui 2% de croissance, 270 000 emplois qui ont été créés, ça ne s'est jamais vu depuis plus de 10 ans, et dans un contexte dans lequel toutes les réformes qui se sont ajoutées les unes aux autres depuis 5 ans sont des réformes qui ont comme objectif de remettre, pardonnez-moi, de remettre l'offre et la capacité des entreprises à avancer, et d'autre part sur les dividendes. La parole au juge de paix, on a la possibilité de moderniser notre appareil productif, c'est qu'on a levé du capital pour le moderniser, et si on ne rémunère pas le capital, on ne pourra pas enlever. Les dégâts sociaux du capitalisme libéral, on pourra en parler, monsieur. Un Français sur 3 part pas en vacances. Et la retraite moyenne pour une femme, c'est 870 €. Ça, c'est ce que fait le capitalisme libéral en France. Pour le moment, il crée Vous des avez emplois. vos chiffres, j'ai les miens. Pour le moment, il crée des emplois. Le juge de paix, Bernard Vivier, pour conclure. Répétons-le, nous avons de bons chiffres, nous avons de bons espoirs. Cette croissance génère aujourd'hui des emplois un peu partout. Il est important de veiller à ce que ça va mieux, mais peut mieux faire, on va dire. Et dans les territoires, attention aux inégalités de territoire. Et on regardera qui comment sont les aujourd'hui richesses sont redistribuées. économiquement et politiquement à surveiller. Parce On que aura l'occasion d'en reparler avec vous tous. Avec plaisir. des territoires oubliés, une France périphérique, ça s'abandonne à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Et bien justement, on va en parler dans quelques instants. Notre invité, ce sera Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Emmanuel Macron détruit la France. On va lui demander ce qu'il pense de ces chiffres-là qui ont été salués par les uns, critiqués par les autres. C'est à suivre avec un nouveau journal. À tout de suite.